Business Class, comme Alan l'a dit, ça existe depuis 2003. Actuellement, on fait 12 000 heures de formation, on a à peu près 600 nouveaux apprenants par an, et puis du coup 20 ans d'expérience. Donc pour un peu introduire le sujet, je vous ai mis les statistiques. Donc on a 33% des apprenants qui viennent en formation qui disent avoir un niveau de moins à l'oral qu'à l'écrit. 67% d'entre eux ont un objectif de gagner 2 niveaux ou plus à l'oral suite à cette formation. Donc, sachant que les niveaux, on parle de niveau CEFR, donc 2 niveaux, c'est quand même assez ambitieux sur une formation, parce que après 8 ans d'anglais à l'école, on sort le niveau scolaire, c'est entre A2 et B1. Donc, sur une formation professionnelle, les formats, c'est des formats assez courts, 20 heures, 30 heures. Gagner 2 niveaux, c'est assez ambitieux, mais ça montre qu'il y a un vrai besoin de s'améliorer à l'oral. Et pourquoi on a ce besoin, en fait, c'est dans notre système scolaire français, souvent on est 30 par classe. Parler devant les autres, avec les camarades qui ricanent, c'est assez stressant. Et finalement, on a beaucoup travaillé l'écrit, mais l'oral, ça pêche. Et c'est pour ça que la majorité des demandes, c'est sur l'oral quand on vient en formation. Et d'ailleurs, dans notre questionnaire de besoins, d'ailleurs, ces statistiques, c'est issu de plus de 4000 réponses sur notre questionnaire de recensement de besoins en entrée en formation. Et aussi, on se rend compte qu'il y a 3 fois plus d'apprenants qui nous disent vouloir s'améliorer à l'oral qu'à l'écrit quand on leur pose la question. Donc voilà, je vous ai mis aussi les verbatims, parce que dans notre questionnaire de recensement de besoins, on a un petit espace champ libre en demandant le besoin des apprenants. Donc on voit conversation, orale, fluidité, pas mal de lexiques liés à l'expression orale. On a aussi quelques besoins évidemment sur les emails, etc. parce qu'on est sur de l'anglais business. Donc voilà, la volonté principale, on se rend bien compte que c'est de s'améliorer à l'oral. Donc là, est-ce que vos salariés vous mentent? Eh ben non, c'est la vérité, ils ont vraiment besoin de s'améliorer à l'oral. Et généralement, vous les envoyez en formation parce que vous avez besoin aussi qu'ils s'améliorent à l'oral, parce que pour parler devant les clients, les fournisseurs, en réunion, faut savoir bien interrompre un client ou un collègue pour ramener la discussion vers des choses essentielles, ce genre de choses. Donc non, ils vous mentent pas là-dessus. Du coup, la question finalement, c'est quoi la meilleure modalité pour s'améliorer à l'oral? Est-ce que c'est le e-learning? Est-ce que c'est la formation en groupe? Est-ce que c'est la formation en individuel? L'immersion autre? Je sais pas, regarder des séries américaines en VO par exemple. En tout cas, vos salariés, eux, ils ont déjà choisi. Quand ils vous demandent une formation en anglais, ils vous demandent tout le temps une formation en individuel. Mais est-ce que c'est vraiment ça la meilleure façon de s'améliorer à l'oral en anglais? Il y a d'autres choses. Par exemple, on peut faire un working holiday, partir 1 an en Australie. Et là, on se rend compte que ça donne des résultats, parce que quand on a des membres de notre famille qui le font, ils reviennent 1 an après, ils parlent anglais. Et en Australie, ils ont pas bachoté des règles de TOEIC, hein. Ils ont parlé et ils sont sortis dans le grand bain. Ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont parlé. Mais bon, ici, on est dans de l'anglais business. Prendre une année sabbatique pour s'améliorer en anglais, quand on est en plein milieu d'un projet à l'international, c'est pas facile. Du coup, il y a le format groupe qui est pas mal aussi, parce que du coup, on s'entraîne à parler devant les autres. On fait du travail collaboratif. Ça nous permet de faire des jeux de rôle qu'on peut pas faire en one-to-one avec son formateur en individuel. Par exemple, on a un atelier chez Business Class qui est comment interrompre en réunion en anglais, où on a un groupe d'apprenants qui parlent et puis un troisième qui vient leur couper la parole. Donc ça, on se rend compte que ce genre d'interaction en one-to-one avec son formateur, c'est pas la même chose. Donc il y a vraiment des synergies entre le groupe et l'individuel. On peut pas faire des choses de la même manière. Et l'idée, c'est pas de mettre les uns en opposition des autres, c'est de dire le groupe, c'est aussi important. Du coup, on a quelques statistiques à Business Class, parce que on a des apprenants qui font de la formation en groupe et on a des irréductibles qui veulent faire que de la formation en individuel. Donc on leur a posé une question: êtes-vous à l'aise pour parler devant un groupe en anglais? Ceux qui sont en groupe, en moyenne, ils sont à 2,3 sur 4. Donc 4, c'était très à l'aise pour parler devant un groupe. Et 0 sur 4, c'était pas du tout à l'aise pour parler devant un groupe. Donc, et les gens qui sont dans des formats que individuels, ils sont que à 1,2 pour parler devant un groupe en anglais. Donc voilà, c'était important de sortir la statistique,
mais ça paraît d'être une évidence. En fait, si on s'est entraîné à parler devant un groupe en anglais pendant la formation, bah évidemment on gagne en aisance et ben on devient plus à l'aise. Et donc c'est ça le vrai besoin. Par contre, quand on propose aux salariés de faire une formation en groupe, ils ont tout un tas d'objections. J'ai des besoins trop spécifiques, tu comprends, mon métier est trop compliqué, je peux pas le faire en groupe, ça va pas coller à mes besoins. J'ai des contraintes de temps, le groupe c'est difficile à organiser, donne-moi un formateur individuel, je le bookerai quand je voudrais et ça sera plus facile. Mon métier est trop confidentiel, je vais pas pouvoir là en groupe, comment on va faire? Et du coup, est-ce que ça c'est les vraies raisons ou est-ce qu'ils vous mentent? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'ils veulent pas vous avouer? Je garde le suspense. Je vous apporte un peu de théorie sur les choses. Je sais pas si vous avez entendu parler du case study. Il y a le case study Netflix et il y a aussi le case study Arte versus TF1. Quand on demande à un Français sa chaîne de télé préférée, il nous dit que c'est Arte. Et c'est bizarre, dans l'audimat, c'est TF1 qui est le plus regardé. Netflix aussi, ils ont fait le même constat. Au tout début, je sais pas si vous avez utilisé l'application Netflix au démarrage, mais ils nous montraient des vignettes de films et ils nous demandaient lesquels films on préférait. On nous montrait une comédie américaine et un film de Hitchcock. Et en majorité, les gens choisissaient Hitchcock. Mais le soir, en rentrant du travail fatigué, on regarde des choses un peu plus légères, plutôt des comédies. Donc il y a un décalage entre le déclaré et la préférence réelle. Et du coup, on se pose la question finalement, quand on nous dit je préfère de l'individuel, est-ce que c'est pas juste du déclaratif et la réalité c'est est-ce que le groupe ça serait pas si mal? Et du coup, une des peurs inavouées, c'est la peur du ridicule, de revivre ce qu'on a vécu à l'école, les ricaneries des camarades. Et donc le groupe, c'est se relancer là-dedans et faire revivre ce stress qu'on n'a pas envie de vivre. Mais ça, c'est des choses que quand on le pose en questionnaire, personne nous répond cette réponse-là. Alors, on a fait un petit micro-trottoir sur le salon hier, et du coup, on voulait vous partager le témoignage d'une personne. Et qu'est-ce qui, du coup, aujourd'hui, vous empêcherait de vous former en anglais, par exemple? Je pense le manque de pratique et l'appréhension, la peur du ridicule, toutes ces choses-là. Donc je vais pouvoir me pitcher en anglais, mais c'est vrai que le faire devant beaucoup de monde, je suis pas encore assez au niveau. Du coup, là, c'est pas une peur inavouée, hein. Il nous parle vraiment de la peur du ridicule. Et du coup, nous, on se pose la question de, ok, le groupe, c'est mieux pour parler à l'oral, mais comment les amener vers le groupe en fait, parce que si on leur force le groupe comme ça va pas marcher en fait. Donc nous on a deux axes: casser les objections et rassurer l'apprenant. Donc en fait nous l'idée c'est pas de mettre en opposition l'individuel et le groupe, c'est de se dire mais en fait les deux sont importants. Et donc c'est de faire un mix des deux modalités. On a de l'individuel, du coup le salarié, ses besoins spécifiques, il va pouvoir les traiter avec son formateur en one-to-one. S'il a des choses très confidentielles, il peut le voir avec son formateur en one-to-one. Ça peut permettre aussi une bête qu'on n'ose pas poser devant un groupe. Et on a la partie groupe qui permet de s'entraîner à parler devant les autres, de faire tout ce qui est roleplay, etc. Donc ça c'est notre plateforme. Du coup, en fait, suite au Covid, d'un coup, tout le volume de formation est arrivé en ligne. Donc, on s'est mis à Zoom et on s'est dit, mais là, vu qu'on a enlevé la contrainte d'espace, parce qu'avant, il fallait aller sur Paris, faire un groupe, c'était très difficile d'organiser. Maintenant, on a des ateliers de formation qui sont tous les jours, sur tous les niveaux, parce qu'on a plus de 400 apprenants sur notre plateforme. Et l'idée c'est de faire du just in time. Donc si on a besoin d'interrompre quelqu'un en réunion, ça tombe bien, on a un atelier pour s'entraîner là-dessus. À droite on a les filtres, donc on peut filtrer par thématique, s'améliorer dans les meetings, dans les présentations, sur le téléphone. D'organisation, on a des filtres. Si on est disponible que les lundis l'après-midi, on peut cocher la case et trouver le workshop qui convient bien. On a aussi quelque chose de très frustrant dans les formations en groupe, c'est quand il n'y a pas assez de participants, on nous dit on est obligé d'annuler la formation parce que faute de candidats.
Donc nous, à Business Class, les gens ont déjà fait un effort pour s'inscrire, on n'a pas envie de leur dire que le truc est annulé. Donc on maintient les formations même s'il y a une seule personne. Et du coup, on transforme le groupe en individuel. Et on veut pas annuler les formations. Après, le côté pour rassurer l'apprenant, on a une phase d'onboarding avec notre Customer Success Manager où on leur présente la plateforme, la partie en groupe. La première session en individuel avec le formateur, c'est à ce moment-là où on prépare l'apprenant à aller dans un groupe. Parce que à cette étape-là, en fait, le formateur, il demande à l'apprenant comment tu te sens pour aller rejoindre un workshop. Et à cette étape-là, on a plus d'un apprenant sur deux qui nous dit là, j'ai vraiment trop le stress, je le sens pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous parlais de la peur inavouée, parce que en recensement des besoins, personne ne parle de cette appréhension de parler devant un public. Et d'ailleurs, parler devant un public, ce stress-là, on l'a aussi à tous les niveaux, que ce soit B2. On peut se dire, ouais, mais il est B2 en anglais, il est bon, il devrait pouvoir être à l'aise pour parler devant les autres. Mais c'est pas facile. Regardez, moi aujourd'hui, je parle devant vous. Je maîtrise bien le français, je pense que, mais il y a quand même la question de trac, c'est toujours. Et donc voilà, on a plus d'un apprenant sur deux qui nous dit avoir peur là-dessus. Donc on leur propose de continuer jusqu'à 2 sessions en individuel avant de les lancer dans le grand bain sur les workshops. Mais l'idée c'est pas de les lancer d'un coup et qu'ils soient qu'ils aient trop peur, qu'il faut travailler là-dessus. Donc pour résumer, l'apprenant il voit tous ses besoins en individuel, il s'entraîne à parler en groupe, et puis après on a des exercices de e-learning qui sont liés aux thématiques. Aujourd'hui j'aurais pu vous parler aussi de tout ce qu'on fait sur l'e-learning et l'IA chez Business Class, mais vu que 90% des thématiques aujourd'hui étaient sur l'IA, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler d'un peu de l'innovation pédagogique aussi, finalement, de mixer le groupe et l'individuel. Voilà.